parole est à monsieur Éric Coquerel. À des mots étranges, on applique d'étranges remèdes. C'est une citation de Shakespeare, de beaucoup de bruit pour rien, et beaucoup de bruit pour rien pourrait finalement résumer ce qui nous est proposé ici comme loi. Sauf que comme je suis d'excellente humeur, je dirais que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ou en tout cas ça a plus de rapport avec l'apparence d'une lutte contre l'évasion fiscale qu'avec malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense qu'on pourrait tous le regretter, une réalité concrète. Les objectifs affichés, je voudrais y revenir, sur la ratification de cette convention multilatérale sont de deux ordres. Mettre en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour, 1, prévenir l'érosion de la base d'imposition, 2, prévenir le transfert de bénéfices. Ce projet, mis en place en 2014 par l'OCDE à la demande du G20, a été signé donc par 78 États, mais de grandes puissances comme les États-Unis, ça a été dit à nombreuses reprises ce matin, où le Brésil ne participe pas à cette convention multilatérale. D'abord, reconnaissons, c'est ce que je voulais dire quand je disais non pas rien, mais pas grand-chose, que cette convention a au moins un mérite. Elle pose le problème du hold-up fiscal organisé par les multinationales et en particulier celle du numérique, dite les GAFA, pour réduire le bénéfice d'une filiale située dans un pays à taux d'imposition élevé et augmenter celui d'une filiale située dans un pays à plus faible fiscalité. Les pertes imputables à ce hold-up permanent sont estimées, ça a été redit, mais je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête, entre 100 et 240 milliards de dollars par an, ce qui, effectivement, mérite qu'on s'y intéresse. L'objectif de cette convention est donc louable, puisqu'elle vise notamment à réfléchir à la taxation des bénéfices là où ils sont réalisés. Mais quand on regarde les conditions de mise en place de cette convention, on tombe des nues. Chaque pays peut ainsi sélectionner, un peu comme sur un catalogue, les actions du plan qu'il souhaite inscrire dans ses conventions bilatérales. Mais si un seul des deux États choisit une mesure en particulier, elle ne peut figurer dans la convention bilatérale. Dans un contexte où on applique des politiques d'austérité très dures pour les peuples partout en Europe, je ne comprends pas comment on peut se permettre, sur une question aussi importante, de laisser une vague formule catalogue aux États sans aucune contrainte. Alors bien sûr, on soutient, je l'ai dit, les objectifs de ce plan, de tout le plan, pas seulement un article par-ci par-là, avec de nombreuses réserves. D'abord, première réserve, ce plan est organisé par le G20, le club des pays riches, auquel nous dénions une légitimité, et alors qu'il nous semble pour notre part que cette convention devrait être discutée au niveau mondial par le seul organisme légitime reconnu des États, c'est-à-dire l'ONU. Ensuite, seuls les pays volontaires ont signé l'accord multilatéral et donc les USA ainsi que certains paradis fiscaux ne l'ont pas fait. Les multinationales pourront donc continuer à déclarer leurs bénéfices dans ces pays-là avec le jeu de bon taux que l'on connaît. Et le fait que les USA n'aient pas signé cette convention n'est pas anodin. Il faut dire que les profits accumulés par les GAFA dans certains paradis fiscaux ont de quoi faire pâlir les États européens à qui l'on impose toujours plus d'austérité. Jusque très récemment, le système fiscal américain était basé sur le principe du bénéfice mondial. Tant que les firmes américaines ne rapatriaient pas leurs bénéfices réalisés à l'étranger, ceux-ci n'étaient pas taxés. C'est ainsi que les géants du numérique, mais pas que, ont bâti des montagnes colossales de cash dans des paradis offshore. 16 milliards de dollars pour Facebook, 63 milliards pour Google, et même la somme incroyable de 252 milliards de dollars pour Apple, dont a parlé ma camarade Clémentine Autain. En plus de cela, les États-Unis se moquent bien de ce type de convention multilatérale. D'une part, la mise en place du FATCA, sorte d'imposition universelle basée sur la nationalité, dont nous soutenons par ailleurs l'idée que nous devrions appliquer dans notre pays, leur permet déjà de lutter un peu plus efficacement contre la fraude fiscale. Au moins, eux n'ont pas peur de prendre des mesures unilatérales vis-à-vis de leurs concitoyens contrevenant à l'égalité devant l'impôt. Mais d'autre part, la réforme fiscale ultralibérale de Donald Trump prévoit la mise en place d'un taux d'imposition réduit à 15% pour que les firmes américaines puissent rapatrier leurs bénéfices faits à l'étranger aux États-Unis. À elle seule, donc, l'entreprise Apple mettra ainsi 38 milliards de dollars dans les caisses du fisc américain et bien sûr, les États européens n'en verront pas la couleur. Cette convention n'y changera malheureusement rien. Cependant, on note aussi que certains paradis fiscaux comme Hong Kong, l'île de Man, Jersey, se trouvent tout de même dans les signataires. Alors allons un peu plus loin et regardons quels sont leurs engagements. La plupart des normes comprises dans cette convention sont optionnelles, pas obligatoires. Et la souplesse d'application est grande. Par exemple, l'Irlande a déjà émis une réserve sur l'article 12 qui définit ce qu'est un établissement stable. Dès lors, le fait que l'Irlande ratifie cette convention sans appliquer l'article 12 ne changera finalement malheureusement rien
concernant la fiscalité des GAFA installés dans ce pays pour échapper à l'impôt. À plus long terme, j'ai entendu, je n'étais pas là dans la réunion, mais on m'a rapporté, puisque Bruno Le Maire était ce matin devant la commission des finances et que j'étais ici, donc je ne pouvais pas avoir un don d'ubiquité. Je l'ai regretté parce qu'il a dit des choses intéressantes, manifestement. Il a évoqué la nécessité de définir un établissement au niveau de l'Union européenne, plus de l'OCDE, mais en même temps, il a expliqué que par rapport à l'Irlande, qui effectivement posait un problème, on pourrait travailler finalement à une taxation préférentielle, un espèce de privilège sur une fiscalité à venir qui finalement récompenserait un État qui a pendant des années pratiqué le dumping, ce qui est un peu bizarre. Par ailleurs, le périmètre des travaux a été défini en écartant la question spécifique du régime fiscal applicable au secteur numérique, je viens de le dire, et nous le regrettons. Bien sûr, le transfert de bénéfices ne concerne pas seulement les géants du numérique. Prenons un exemple, la multinationale comme McDonald's. Celle-ci a vu son bénéfice net augmenter de 3,47% en 2016 pour atteindre 4,69 milliards de dollars. Ces actionnaires qui ont perçu 30 milliards de dollars de dividendes en 3 ans peuvent se réjouir. Mais le Trésor public français, beaucoup moins, puisque la multinationale est adepte du paradis fiscal luxembourgeois pour ne pas avoir payé ses impôts dans des pays où elle exerce ses activités, quand d'ailleurs, entre parenthèses, elle n'est pas aussi adepte du jeu qu'elle pratique dans de nombreux pays, qui consiste à franchiser en réalité les McDonald's et à se transformer finalement en espèce de loueur de bâtiments achetés qui lui permet finalement, elle aussi, de sortir de certaines conditions fiscales. Mais c'est un autre débat. Ces dernières années, les restaurants franchisés ont envoyé jusqu'à 24% de leur chiffre d'affaires à la holding luxembourgeoise de la multinationale. Holding luxembourgeoise dont je rappelle quand même qu'elle a été largement mise en place, je parle les conditions au Luxembourg de paradis fiscal par M. Juncker. Et ainsi, ce sont 75 à 120 millions d'euros qui échappent au trésor public français tous les ans. Sur ce point, les mesures annoncées par Emmanuel Macron risquent d'aggraver la situation. En effet, le président de la République s'est engagé dans la course à la concurrence fiscale en abaissant progressivement l'impôt sur les sociétés sans pour autant supprimer de niches fiscales, soi-disant pour rejoindre, je cite, la moyenne européenne et, je cite encore, inciter ainsi les entreprises à payer leurs impôts. Cette nouvelle baisse d'impôt sur les sociétés décidée par ce gouvernement ne sera qu'un cadeau de plus. Et de plus, excusez-moi, ce plan ne s'attaque pas à notre problème crucial, celui de mettre fin à la course au moins-disant fiscal entre les États, et en particulier entre les États européens, permis par les traités européens, dont je rappelle qu'ils interdisent en réalité toute harmonisation fiscale, que finalement le système financier impose. Par exemple, la course à la baisse de l'impôt sur les sociétés sous prétexte d'attirer des entreprises est extrêmement dangereuse. Dangereuse d'une part car elle exacerbe les tensions entre les États, et on a vu effectivement les conséquences que cela peut produire par rapport à des politiques ou des gouvernements d'extrême droite, mais les affaiblit également en minorant les recettes fiscales potentiellement redistribuables. Je ferai une aparté là-dessus. En fait, tout est un peu comme si les principales mesures qu'on prenait sur l'évasion fiscale consistaient à diminuer l'impôt pour ceux qui pratiquent cette évasion fiscale. Alors, à terme, on pourrait carrément supprimer l'impôt, il n'y aurait plus d'évasion fiscale. Je résume, je caricature bien sûr la situation, mais c'est quand même un petit peu la logique qui prévaut dans la situation actuelle. Sur ce point, d'ailleurs, la France n'est d'ailleurs pas la seule à poursuivre cette logique. Je vous rappelle qu'entre 2010 et 2016, le taux moyen d'impôt sur les sociétés est passé de 32 à 23% dans l'Union européenne et que ce matin encore, M. Le Maire, à la même commission des finances, a expliqué qu'il allait travailler à une assiette commune avec l'Allemagne qui ne peut que nous inquiéter parce que justement, cela ne ferait encore que réduire l'impôt sur les sociétés que l'Allemagne pratique de manière plus faible. Ces 23% d'ailleurs ne concernent pas le numérique qui, lui, a une moyenne aujourd'hui d'impôt sur les sociétés de 9%. On voit bien là aussi, évidemment, que bientôt, ils n'auront plus besoin de tenter d'évasion fiscale. L'Irlande a diminué son taux de moitié en 15 ans pour atteindre 12,5% aujourd'hui. Le Luxembourg a aussi promis de porter progressivement son taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 18%. Avec le Brexit, le Royaume-Uni est également engagé dans cette spirale infernale du moins-disant fiscal. Plus grave encore, la soi-disant liste européenne de paradis fiscaux est, vous me permettrez l'expression, chers collègues, une vaste blague. Alors qu'au moins 4 pays membres de l'Union européenne, comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas, mériteraient largement de figurer sur cette liste, elle ne comporte d'emblée aucun des pays européens. Et surtout, il suffit en réalité de promettre qu'on va changer et être plus coopératif pour se voir immédiatement retiré de la liste des paradis fiscaux. De ce point de vue-là, je pense que c'est soit de la naïveté confondante, soit une complicité inquiétante. Il n'est donc pas étonnant que cette liste ne comprenne plus que 7 États dans le monde, la rendant dès lors totalement inopérante.
Ainsi, lorsque le gouvernement propose dans son prochain projet de loi de lutte contre la fraude d'adopter au niveau national ces listes européennes, il s'agit, là encore, d'un pur effet d'annonce. Cela ne changera malheureusement rien à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais cela permet de faire croire que l'on s'attaque au problème des paradis fiscaux. L'absence de ces pays européens de la liste est d'autant plus grave que ce sont eux qui organisent la concurrence entre les États et poussent à la guerre fiscale dans l'Union européenne que je décrivais il y a encore quelques minutes comme étant finalement la base, cette non-harmonisation sociale et fiscale, d'un grand dumping au niveau de l'Union européenne qui a peu à voir avec la coopération nécessaire entre les peuples. Bref, l'Union européenne, vassalisée par le capital financier, est actuellement incapable de mettre fin à ce système. La preuve encore, c'est que l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre font déjà barrage à un accord sur la taxation des GAFA qui doit être voté à l'unanimité pour pouvoir être adopté. En dehors de l'Union européenne, la situation n'est pas meilleure. De nombreuses puissances comme la Chine, le Mexique, Israël et bien évidemment les États-Unis, absents de cette convention multilatérale, se livrent à la même course infernale à la concurrence fiscale. Je voudrais dire une chose, c'est que cette course infernale à la concurrence fiscale qui pousse les États, du coup, à toujours moins imposer les plus riches de nos concitoyens a des conséquences très concrètes sur l'utilisation de la richesse nationale. Ce matin, le magazine Challenge vient de montrer que les 500 plus grosses fortunes en France, depuis 10 ans, ont vu leur fortune doubler, passer de 325 milliards à 650 milliards. Inutile de dire que ces 325 milliards d'euros qui sont une captation sur la production de richesses produites par tous, sont notamment dus justement aux nombreux cadeaux fiscaux dont la dernière loi que 2018, la loi de finances, a malheureusement largement amplifié. Bien sûr, s'attaquer à ce problème au niveau international est fondamental, mais gardons aussi en tête que nous pourrions aussi résoudre une partie au niveau national, ou tout au moins donner l'exemple. Sur la question des GAFA, beaucoup d'économistes formulent des propositions intéressantes dans ce sens. Par exemple, l'audition de Gabriel Zucman par la mission d'information sur la lutte contre l'optimisation fiscale était riche de propositions. Il recommande entre autres d'utiliser le chiffre d'affaires réalisé par les multinationales dans chaque pays pour constituer une clé de répartition des bénéfices déclarés dans chaque pays. Par exemple, si une entreprise réalise la moitié de son chiffre d'affaires en France, alors la moitié de ses bénéfices devront être imposés en France par l'impôt sur les sociétés. Cela rendrait le transfert de bénéfices inutile et on arriverait à l'objectif recherché bien plus efficacement, en tout cas concrètement et dans l'immédiat, qu'avec une convention dont je rappelle tout à l'heure qu'elle est surtout un catalogue malheureusement de mesures facultatives. Je pense que c'est de cela que nous voudrions aussi discuter, plutôt, je l'ai dit, que de mettre en priorité la question de conventions internationales un peu vide de sens. Nous sommes tous d'accord, il faut agir contre l'évasion fiscale et de façon urgente. Commençons donc par agir au niveau où nous sommes souverains, c'est-à-dire le niveau national. La France est un grand pays, scruté par nos voisins. Dès lors, si nous parvenons, j'en suis sûr, à mettre en place une solution efficace à ce fléau, les autres pays pourraient nous emboîter le pas. Nous pourrions avoir, là encore, matière d'exemplarité, de vertu. Et je crois que c'est trop, finalement, accepter une certaine idée d'un déclinisme ou de ne pas comprendre que la 5e puissance économique au monde a de quoi, justement, à un moment donné, montrer l'exemple, qui, finalement, nous empêche de le faire depuis des années, ou alors c'est une autre politique en faveur des plus riches qui laisserait penser que toujours moins d'impôts bénéficierait à tous. Mais je ne vous ferai pas l'injure de croire que c'est ce que vous pensez et que c'est ce que vous appliquez malgré les mesures que vous faites depuis un an. Petit à petit, nous pourrions servir d'exemple à ces pays qui pourraient mettre en place ces mesures à leur tour. Pourquoi pas en les améliorant? Ça permettrait de préparer le terrain pour ensuite trouver un accord mondial sur les questions. Nous répétons que ce travail doit être piloté par l'ONU. Au lieu de s'attaquer à ce problème, le gouvernement préfère présenter un projet de loi de lutte contre la fraude qui, non seulement pour l'instant, dans les textes, ne permet en aucun cas de lutter plus efficacement contre la fraude, mais surtout ne s'attaque même pas au fléau de l'évasion fiscale. J'espère que nous aurons, de ce point de vue-là, l'occasion de l'amender et de le perfectionner largement. Lors de son interview du 15 avril dernier, le chef de l'État a bien voulu faire la distinction entre ce qui relève de la fraude et ce qui relève de l'optimisation. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous pensons qu'il faut adapter nos règles pour rendre effectivement les mécanismes d'évasion fiscaux illégaux, mais aussi s'attaquer à l'optimisation qui, parfois, n'est que la version légale de l'évasion fiscale, ou en tout cas la façon de détourner et de contourner ce que chacun doit par rapport à l'impôt dans un souci d'égalité. Pour cela, donc, il faudrait faire un véritable projet de loi, je l'ai dit. Je pense qu'il nous faut aussi nous poser les bonnes questions sur le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Est-ce que ce plan résoudra véritablement le problème de l'évasion fiscale? Manifestement non.
comment résoudre la question? Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez d'ores et déjà nous, enfin pas Monsieur le ministre, Madame la ministre, pardon, mais déjà nous donner une fourchette de recettes supplémentaires qui découlerait de cette convention? La France, je le remarque, a mis très peu de réserves, 4 réserves sur 15, je crois, par rapport à ce que d'ailleurs les grandes entreprises françaises lui reprochaient. On peut, de ce point de vue-là, lui en être gré. Ça veut dire que la France affiche un certain volontarisme. Malheureusement, ce volontarisme, je l'ai dit tout à l'heure, est très largement contenu dans un texte facultatif. Monsieur le maire, je conclurai là-dessus pour assurer le président de séance et terminer ainsi le plus rapidement possible, a dit ce matin en commission que c'était un texte majeur, qu'il permettrait de relocaliser les profits et que grâce à ce texte, il n'y aurait finalement plus d'évasion fiscale. On se demande bien pourquoi alors il veut taxer les chiffres d'affaires si tout est aussi idéal que ça dans le monde proposé par cette convention. Pour ma part, je ne suis pas aussi confiant sur une convention dans laquelle quasiment tout est facultatif. Par contre, j'ai relevé une de ses propositions qu'il a dit qu'il soumettrait au président de la République, qui serait, à l'échelle internationale, de proposer à l'image de la COP21, une COP sur l'évasion fiscale, sur la question qui me semblerait, là, pour le coup, de bonne aloi. Et je soutiendrai, monsieur le maire, s'il parvenait à ce genre d'idée. Vous voyez, nous ne sommes pas sectaires. Idée, j'allais le dire, qui vient du groupe communiste, comme quoi, à un moment donné, ça vaut le coup de regarder vers sa gauche. Bref, dans l'attente de réponses plus précises et d'une meilleure information du Parlement, je pense qu'il est nécessaire de réexaminer ce projet de loi en commission. C'est pour cela que je vous demande un ajournement pour que nous puissions améliorer tout ça. Chers collègues, je vous remercie et vous souhaite bon appétit.